À ses débuts, le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, ne comptait que quelques centaines de partisans mal armés. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines, les frères. Plus aucune région n'était à l'abri de leurs attaques. Contrairement à l'espoir caressé par les Français, la révolte ne cessait de croître en importance. Et l'opinion mondiale commençait à s'y intéresser. Introduits à l'ONU, les chefs du FLN étaient courtisés par les capitales arabes, cela allait de soi, mais aussi de plus en plus par celles du tiers-monde. Enfin, des rumeurs commençaient à circuler à propos de méthodes douteuses employées contre la population civile par l'armée française. La guerre d'Algérie entrait dans une nouvelle phase, une phase pleine d'amertume. Les Français n'avaient cessé d'amener des renforts. Le président Mollet avait promis 1 demi-million de soldats aux pieds noirs. Pour y arriver, il avait fallu rappeler les réservistes et prolonger la durée du service. Jamais jusqu'à ce jour, des miliciens n'avaient été envoyés combattre outre-mer alors que la métropole était en paix. Ces centaines de milliers de soldats en Algérie signifiaient que des centaines de milliers de familles étaient maintenant concernées. Un fait peut-être sous-estimé par les hommes politiques. Mais la guerre d'Algérie restait essentiellement l'affaire des professionnels, en particulier celle des parachutistes et de leurs colonels. They came to Algeria with the whole Indochina experience behind them. They lost that war. Many of them had been imprisoned by the Viet Minh at the end of the Indochina War, and they seemed to have the answers, or some answers. I mean, that in terms of psychological war, also just from a pure military point of view. La tactique et l'équipement de l'armée avaient bien évolué depuis les premiers cafouillages. Les hélicoptères, d'origine américaine pour la plupart, déposaient les troupes là où le FLN les attendait le moins. Paris n'avait rien épargné pour écraser la rébellion. Le programme de Guy Mollet, d'abord gagner la guerre, puis, dans cette position de force, chercher une solution politique. C'était le seul programme admis par les pieds noirs. Pour permettre aux professionnels ces missions choc, le reste de l'armée, composé de miliciens, cantonnait dans les villes et les villages, surveillant les voies de communication, protégeant les usines et les centrales contre les sabotages. Tâche ingrate mais bien nécessaire. Mais cela voulait dire que les vrais combats étaient le fait de la Légion étrangère et des paras, surtout des paras. Au début, les missions consistaient à dénicher les cachettes d'armes et à détruire les villages. Du moins, si on en croit les caméramens de l'armée française, car les autres journalistes n'étaient pas autorisés à se déplacer librement, ni à filmer ce qu'ils voulaient. Les opérations de maintien de l'ordre, comme on disait alors, ne différaient guère des campagnes coloniales traditionnelles. Officiellement, la France n'était pas en guerre, ce qui signifiait que ces règles pouvaient en être ignorées par les deux camps, et que l'étranger n'avait pas à s'en mêler, même et surtout les Nations Unies. Bien que luttant à 1 contre 20, les Moudjahidines continuaient à se manifester. Leur équipement s'améliorait lui aussi. Il avait plusieurs sources. Curieusement, malgré tout ce qui se prétendait alors, l'Égypte de Nasser en fournissait bien peu. Mais Paris restait convaincu que la révolte avait été organisée par le Caire et était soutenue par l'argent arabe. Une conviction qui poussa la France à s'allier à la Grande-Bretagne dans l'entreprise malheureuse de Suez.
À mon avis, ils avaient tort de considérer l'Algérie comme la France. Ils avaient tort aussi de croire que l'insurrection algérienne était inspirée, téléguidée de l'étranger, supposé Nasser ou les communistes. Ils voyaient dans l'insurrection algérienne la main de Nasser et l'œil de Moscou. C'était absolument faux. Absolument faux. C'était une insurrection nationale qui a trouvé des amis nombreux à l'extérieur. C'était une insurrection authentiquement nationale et exclusivement nationale. Weapons were easy to get all over the world. You know, the market is open. The problem was really transportation and, moreover, more than anything else, smuggling in the weapons. And this was conducted, I would say, very brilliantly by a number of young men at the time. It wasn't easy, and altogether it was a successful operation if you think in terms of statistics. That is, I would say, in spite of very remarkable successes of the French intelligence, which caught a number of small ships, 65 to 70% of the weapons we bought outside or we got from outside were smuggled in. Grâce à ces nouvelles armes, les attaques du FLN se firent plus audacieuses. Les avions d'observation en firent l'expérience. L'indépendance octroyée en mars 1956 au Maroc et à la Tunisie signifiait pour le FLN des frontières ouvertes à l'ouest et à l'est et des refuges en cas de difficulté. Après une année de lutte, le FLN vit croître son recrutement. Il fallait des nerfs solides aux moudjahidines de ces premières années de guerre. Il fallait pouvoir jauger la loyauté du compagnon au premier coup d'œil. Et toute blessure était grave car les soins médicaux étaient rares et primitifs. Car le FLN voulait donner de ses combattants l'image d'hommes résolus à aller jusqu'au bout, malgré les pertes, malgré les souffrances. Une image destinée surtout aux familles des recrues françaises. Pourtant, les dirigeants du FLN et certains officiels à Paris avaient des contacts dans des capitales neutres, Le Caire, Belgrade, Rome. Une rencontre était prévue fin octobre entre représentants de la France et Ben Bella. Les généraux français en eurent vent et le 22 octobre 1956, à la grande joie des Pieds Noirs et à la confusion du gouvernement français, Ben Bella et 3 de ses collègues, dont Aït Ahmed, furent interceptés lors d'un vol entre le Maroc et la Tunisie. I felt stupid to be caught like this. I tried to escape French police since 1945, and then I went on a plane direct to the prison. It was completely silly. I hate silliness. This hijacking has saved the Algerian Revolution from a big split. Ben Bella was opposing the Congress of Souman. And if we were not arrested, I should say, things would have led to self-destruction of the Algerian movement. So I think this hijacking has saved Algeria from a very dreadful crisis. Beaucoup ont soupçonné les généraux d'avoir voulu prévenir par ce détournement tout pour parler de paix avec le FLN. Toujours en octobre, la marine française avait intercepté un navire chargé de 70 tonnes d'armes
destiné au FLN et payé par l'Égypte. Aux yeux de Paris, Nasser était décidément l'instigateur de la révolte. Les événements se précipitaient dramatiquement. Cette même semaine, la Grande-Bretagne et la France envahissaient l'Égypte en représailles à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Mais les combats s'étaient arrêtés très vite, sous la pression combinée des États-Unis et de l'Union soviétique. La joie du monde arabe, et du FLN en particulier, ajouta encore à l'humiliation des Français. L'atmosphère à Alger, en cette fin de 1956, était tendue. Déjà de nombreux civils avaient été abattus en pleine rue. Les cafés des Pieds Noirs allaient devenir la cible des bombes du FLN. Le ministre résident réagit en confiant le maintien de l'ordre à Alger au para du général Massu. Les attentats continuaient. L'armée réagit, y compris par la fouille des femmes musulmanes qui parfois transportaient des bombes. Le 29 janvier, le FLN appela à une grève générale pour marquer la session annuelle de l'ONU. Un défi que le général Massu ne pouvait ignorer. Nous avons obligé le travail à reprendre, ou quelquefois même à ne pas s'arrêter, malgré les déclarations du FLN qui voulait que le succès de cette grève appuie sa thèse à l'ONU, car à ce moment-là, à l'ONU, le problème algérien était débattu. À l'approche de Pâques et devant la menace d'une campagne d'attentats, les troupes françaises ont passé la Casbah au peigne fin. D'après les informateurs, un dépôt d'armes se trouvait caché dans cette maison vide. Au cours de leur fouille, les parachutistes ont finalement découvert la cache dissimulée derrière cette armoire. Elle contenait, en plus d'armes diverses, 13 bombes à retardement qui, réglées sur 5 minutes et dispersées dans la ville, auraient causé d'innombrables victimes. Pour les Français, la Casbah recelait au moins 4000 terroristes. Ils étaient décidés à les en extirper. Pendant ce qu'on a appelé la bataille d'Alger au printemps et en été de 1957, près de 40% de la population mâle fut à un moment ou à un autre interrogée ou détenue. Dans la guerre menée par les terroristes contre la présence française en Afrique du Nord, le casino d'Alger, situé sur la Corniche, a été l'objet d'un attentat abominable. Une bombe a éclaté au milieu de la piste de danse à une heure d'affluence faisant 10 morts et 80 blessés graves. Le bombe de la Corniche, nous l'avons préparé le 9 juin, c'est-à-dire l'explosion est le 9 juin à 7 heures du soir, à la dernière danse qui à l'époque était renommée la Cha-Cha-Cha. C'est un endroit de repère des ultras. En principe, ils étaient tous armés. Et c'est un objectif qui a fait beaucoup de victimes. Nous avons choisi l'objectif par rapport à l'époque du problème politique. Et on nous avait demandé de préparer un objectif très payant, même s'il est criminel, qui serait revendiqué par le FLN. Parce qu'on était acculé dans les instances internationales en ce qui concerne Melouza. Alors lorsqu'il y a eu la bombe de la Corniche, a été revendiquée par le représentant du FLN à l'ONU. Il aura dit en ces termes, oui, nous revendiquons, c'est un attentat criminel, nous le revendiquons, mais Melouza ce n'est pas nous. Et c'est un attentat qui a fait 200 victimes parce que la salle elle prenait 200 personnes. Nous avons été condamnés à mort suivant le bilan donné par eux, en dernier ressort, 23 morts et 81 blessés, graves et imputés. J'ai d'abord essayé de recruter dans le milieu qui n'était pas politisé, au sens propre du mot. La plupart d'entre eux étaient mouillés, si vous voulez, et par crainte d'une dénonciation ou autre, j'ai puisé un peu dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu de la pègre, si vous voulez, qu'on appelle communément la pègre. Ce sont des gens qui étaient les premières victimes du colonialisme, analphabètes, s'adonnant aux
au jeu d'hasard, au prisonniérisme, etc. Donc c'était des gens qui n'attendaient que le feu vert, l'heure pour montrer que réellement ils étaient quand même brimés par la France, etc., pour s'avérer. Donc je me suis entouré d'abord de ces gens-là qui ont répondu au premier appel, et nous n'avions pas d'armes. Les armes, on les achetait, enfin on achetait quelques armes rouillées, ou alors on déterrait quelques armes datant de 1942, de l'époque du débarquement anglo-américain en Algérie, avec ces petits pistolets, ces couteaux, des armes de poing, et on a commencé à s'organiser. La bataille d'Alger, au fond, c'est une bataille policière. Nous sommes heurtés à Alger, nous l'avons su par la suite, à une organisation subversive d'une importance énorme. Dans la Casbah d'Alger, il y avait 1500 terroristes armés, appuyés par une population de 5000 qui leur aidaient par les renseignements et tout. Alors voilà comment nous avons mené cette bataille. D'abord, nous avons voulu connaître leur organisation. Et pour ça, voilà aussi comme nous avons fait. Vous avez lu Mao Tse-tung, on vous dit que les terroristes sont comme le poisson dans l'eau. Bon, mais nous avons dit tous les habitants les connaissent. Alors nous avons été une après-midi au début, une trentaine de jeunes gens, et nous leur avons demandé individuellement. Il faut jamais, quand on interroge des terroristes, qu'ils soient deux, il faut que les gens, les amis, ne connaissent jamais ce qu'ils ont dit. Nous avons demandé une question très simple. Qu'est-ce qui collecte les fonds chez vous? Tous nous l'ont dit, et on les a relâchés le lendemain matin. Nous sommes allés arrêter les collecteurs de fonds. Ils nous ont dit, à qui vous portez les fonds? Ainsi de suite, nous sommes remontés jusqu'au sommet de la pyramide, et nous avons vu là que nous heurtions à 1500 armés. Alors la police, les militaires sont allés les arrêter chez eux, à l'occasion du couvre-feu. À partir de 8 heures du soir, plus personne ne pouvait se déplacer dans les rues. Eh bien, les militaires allaient frapper à la porte et prenaient le terroriste. C'était la première maison, c'était chez nous. Ils ont arrivé peut-être le jour, à minuit, ils étaient chez nous, ils ont cassé la porte d'entrée. Et voilà leur chef qui disent, le lion qui est à la maison, on va l'arrêter ce jour-là, cette fois-ci. Et ils ont commencé à fouiller. Nous, on a su quand même avant qu'ils cassent la grande porte. Tout le monde était dans la cachette, on a tout fermé. Il y avait tous les responsables presque de la Casbah ce jour-là chez nous. Et quand ils ont rien trouvé, c'est-à-dire le lion qui cherchait, ils ont pris les hommes et les jeunes hommes, ils les ont attachés aux poudres, je sais pas, arsa en arabe, attachés les hommes, chaque arsa, enfin attaché avec un homme, ils torturent de tour de rôle. Ils ont dit on va commencer avec le grand, le jeune, c'était mon mari, Mustafa Bouhired. Ils ont commencé, ils ont installé dans la chambre premier étage, une grande bassine d'eau, électricité et tout. Ils ont tout installé exactement comme ils ont torturé mon mari vraiment jusqu'à qu'il a perdu connaissance. Ils l'ont mis de côté. Ils ont pris un autre nom, c'est un voisin, qui l'ont torturé aussi vraiment jusqu'à quand il a perdu connaissance. Ils l'ont mis de côté. Saadi et ses compagnons étaient cachés derrière cette trappe, dans la maison de Fatiha Bouhired. C'est elle qui veillait au camouflage. Voilà, c'est la cachette où se trouvent les frères. D'ailleurs, plusieurs fois, il y avait des militaires qui viennent, qui ont perquisitionné partout, et cette cachette n'a pas été découverte. Juste le jour où il y avait quelqu'un qui l'ont frappé vraiment, et ils l'ont torturé, même ici dans la vianderie, ils l'ont torturé, même ici qui a donné l'endroit où se trouve la cachette. Et juste en montant, il y a le colonel Jean-Pierre, en montant ici pour chercher où se trouve la cachette, il a été blessé par Yassif Saadé. Il y avait le capitaine Jean-Pierre et 3 militaires. Mais il y avait 2 morts ici, et le capitaine qui a été blessé. Je vous dirais que j'aurais souhaité que je ne sois pas arrêté. Je ne sois pas arrêté. Quand on arrête quelqu'un, écoutez, qu'est-ce qu'on pense sur le coup? On est là, on a été arrêté. Bon, je me disais, mon rôle est terminé de toute façon, mais comme dans la chanson française, on dit ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre. Alors j'avais cette satisfaction en disant, si je meurs, bon, si on m'arrête, bon, il y a d'autres qui reprennent la lutte, mais c'était pour moi le FLN. L'arrestation de Yassef Saadi marqua la fin de la bataille d'Alger. Tandis qu'on l'exhibait devant les caméras du monde entier, les parades de massue triomphaient.
Mais la façon dont il avait gagné cette bataille conduirait peut-être à perdre la guerre. Je crois que pour quelqu'un de normal, ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelait pas les Algériens des hommes, on les appelait des ratons ou des bougnoules. Et alors à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoul parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme. Après 21 jours, on était dirigé vers la Corniche, ici, dans cette place ici. On était neuf frères, où on a été accueillis par la gendarmerie ici. Et on a été amenés là, dans des cellules. Et on a passé ici 2 mois en torture. Et on est appelé 2 fois à 3 fois par semaine pour l'interrogatoire. Et on est fait passer là, dans cette salle, où on fait passer l'interrogatoire et en même temps la torture. La torture, on passe la gigène. Toutes les polices du monde utilisent des coups de poing dans la figure ou d'autres procédés. Bon, il s'agit de savoir jusqu'à quel point on peut aller. Moi, j'ai fait torturer, puisque je suis bien obligé d'utiliser ce mot-là parce qu'il n'y en a pas d'autre. J'ai fait torturer environ 1500 Arabes. L'armée faisait des rafles dans les appartements la nuit. Rafles, c'est toute une famille. On ne savait plus ce qu'ils devenaient. Lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison, parce que vous êtes libre, vous avez les pouvoirs de police. Bien. Sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où ils étaient. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne les ont pas tous rendus. On a assigné 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir. Parce que la délégation de l'autorité militaire était complète. Sauf l'assignation à résidence, mais je n'avais pas moi le droit d'assigner à résidence. C'est le préfet qui l'avait. Je ne vais pas demander son avis, j'ai assigné à résidence moi-même. 24 000. Il en manque 4 000. On ne m'a pas rendu 4 000. Lorsqu'au mois de septembre 1957, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyer les crevettes bijards, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Il est certain que nous avons employé, face aux terroristes, une violence physique, des procédés pour exercer sur eux une contrainte physique. Je ne sais, et en particulier, nous avons utilisé l'application du courant électrique, exactement comme on utilise à la campagne des clôtures électriques pour empêcher les moutons ou les vaches de sortir du pâturage. Je ne sais pas si vous avez été à la campagne, si vous avez touché une clôture électrique qui sert à empêcher les moutons de sortir de la prairie, hein, c'est très désagréable. C'était la torture, la torture électrique, qui est devenue banale. C'est-à-dire qu'on étendait le prévenu sur une planche, où il y avait des lanières de cuir pour attacher l'homme ou la femme, et ensuite les tortionnaires autour de la planche actionnaient des magnétos plus ou moins forts, plus ou moins rapidement, enfonçaient les électrodes dans les parties les plus sensibles, dans la gorge, et dans la gorge les mâchoires se soudent sur les électrodes, c'est-à-dire que il y a une espèce de contraction, n'est-ce pas, des muscles qui fait qu'on ne peut plus ouvrir la bouche, quoi. Et on est là, suspendu à ce fil électrique, sans aucune possibilité de s'en libérer. Alors j'ai décrit dans ce livre dont je parlais, le mieux que j'ai pu, les sentiments, les sensations aussi qu'on a pendant
ces exercices de torture, ce sont les yeux. On a l'impression que les yeux vont être, qui sont éclairés constamment par des étincelles, comme si il y avait dans les yeux une espèce de fourmillement de lumineux constamment, et les yeux, on a l'impression que les yeux vont être projetés en dehors de leurs orbites, de l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a ça, il y a l'ingestion d'eau, vous savez, enfin, qui a également été décrite souvent, où on vous met la tête sous le robinet avec un linge mouillé qui s'imprègne constamment, ce qui fait que tous les efforts pour respirer ne font qu'aident à absorber de l'eau, et c'est l'impression de mourir noyé, n'est-ce pas? Alors les tortionnaires savent en général le moment où il faut s'arrêter, quelquefois ils ne savent pas, ou ils croient savoir. Il y a des gens qui sont morts noyés. Moi-même je me suis évanoui, je le racontais, ça, et je suis revenu à moi un petit peu après, et on recommence, n'est-ce pas, et ça peut durer.